Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la ville se formait. Nous avons vu que c'était le rapport entre le lieu d'habitation et le lieu de travail qui structurait la ville. Nous avons vu de quelle manière les investisseurs s'implantaient sur le territoire et comment les institutions cherchaient à les influencer. Nous avons vu aussi que les quartiers de bureaux ne sont plus attractifs et que la mixité programmatique, même si elle est compliquée à mettre en place aujourd'hui, est la meilleure solution pour intensifier la ville, et donc que la surélévation peut être un outil pour requalifier les immeubles dans leur totalité et donc redessiner la ville. Cette fois-ci, nous allons chercher à nous projeter dans l'avenir pour envisager ce que sera le Paris de demain. Je suis Hubert Bokobza, chargé de recherche en hors-piste au sein de l'agence Bouchot Architectes et vous regardez le second épisode de notre étude sur les surélévations, Envisager. Dans le cadre de la consultation du Grand Paris, on a vu des architectes stars proposer de surélever massivement le tissu parisien. Parmi ceux-là, Jean Nouvel, Richard Rogers ou encore MVRDV. Alors pourquoi la surélévation pourrait être une solution d'avenir pour Paris ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'est le projet du Grand Paris. Et c'est d'abord avec Bruno Bouchot que nous en avons parlé. C'est certes un mouvement politique qui est lié directement à un besoin des entreprises, que ce soit petite ou grande, sur le raccrochage de la grande banlieue, voire de la grande province d'Île-de-France, et au-delà d'ailleurs, puisque certaines réflexions sont à mener jusqu'à l'estuaire de la Seine, c'est d'arriver à connecter l'ensemble du territoire régional à une capitale qui est Paris. À la fois, ça me plaît beaucoup comme démarche parce que je trouve que c'est une dynamique, c'est une sorte de compétition à l'échelle mondiale sur les grandes métropoles. En même temps, c'est aussi une ultra-centralisation. C'est qu'on prend encore Paris comme étant la base et la référence du développement et on connecte les gens par des moyens de circulation rapides, des gares, des modems de connexion multitransport pour ramener quand même les gens sur une connexion au centre-ville parisien. Ça me gêne un peu parce que je trouve que l'effort n'a pas été mis sur une réelle déconnexion, décongestion de la capitale au profit de la région. Ça, c'est un problème pour moi en termes de réflexion politique. Maintenant, je trouve que la première réflexion sur le Grand Paris, ça aurait été, comme je te l'ai dit, de développer le nombre des arrondissements du centre-ville. Je pense que Paris, aujourd'hui, au XXIe siècle, est trop concentré sur 20 arrondissements. Je pense que le vrai punch politique, démographique, social, serait de développer Paris sur 40 ou 50 arrondissements. C'est-à-dire qu'en fait, faire disparaître, comme l'est un peu aujourd'hui les Maréchaux, le boulevard périphérique, et de ne plus définir une sorte d'ostracisme social, ça ferait un énorme choc politique, un énorme choc social, et on aurait une ville, une mégapole, à l'échelle des grandes du monde, avec un territoire affirmé, avec une circulation périphérique, c'est-à-dire que la problématique aussi des transports, c'est d'être limité toujours sur le RER ou sur le métro, et que c'est un développement concentrique, alors qu'on devrait avoir, je dirais, une liaison circulaire à plusieurs échelons, en transport en commun, bus, voie douce, alors que la plupart du temps, dès qu'on a passé le périph', on est dans un autre territoire avec une autre thématique d'urbanisme, une hauteur différente, un rapport à la voie, à la rue très particulier qui change de la ville. Et je pense que c'est ça aussi qui crée de l'inconfort, ou en tout cas qui ne crée pas l'égalité, voire l'équité. Paris a toujours un rapport difficile à sa première couronne. Dans la logique de la ville, le centre s'oppose à la périphérie. D'un côté le centre, le Paris de Haussmann, désigné d'ailleurs par le secrétaire à la fonction publique Bernard Lafay en 1927 comme une ville construite pour durer, et de l'autre la banlieue, une ville mal organisée dont l'avenir est de devenir fonctionnelle, entendez soumise au zoning. Rem Koolhaas s'est prononcé sur cette relation conflictuelle dans son texte « La ville générique ». L'identité centralise. Sa tragédie se joue en termes géométriques simples. Quand une sphère d'influence s'étend, la partie à laquelle le centre donne son caractère devient de plus en plus grande, ce qui dilue irrémédiablement à la fois la force et l'autorité de son cœur. Inévitablement, la distance entre le centre et la circonférence s'accroît jusqu'au point de rupture. Plus l'identité est forte, plus elle emprisonne, plus elle résiste à l'expansion, à l'interprétation, au renouvellement, à la contradiction. Paris ne peut devenir que plus parisienne, elle est déjà en train de devenir hyper Paris, une caricature vernie. Pour éviter de tomber dans cet écueil,
Une ville a tout intérêt à se concentrer sur elle-même avec cohérence. Il y a quand même un rapport direct entre la densité du tissu urbain et la faible consommation en énergie, que ce soit pour des raisons de réseau, des questions d'économie d'échelle. Avec plus de personnes dans des espaces plus confinés, on arrive à avoir des performances plus importantes, que ce soit en termes de gestion thermique, de dépenses énergétiques, mais aussi d'efforts pour améliorer ces performances. Donc cela présente un intérêt certain. Et aussi en termes d'utilisation des réseaux et de la matière pour atteindre les mêmes objectifs et les mêmes performances environnementales. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans la surélévation, puisque ça permet de concentrer à la fois les efforts et les personnes dans des espaces qui nécessitent moins de moyens pour être rendus plus performants. Donc ça, c'est une approche à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle du tissu urbain qui est assez intéressante. Après, on peut regarder ça aussi d'un point de vue un peu plus éloigné, plus lointain. Densifier, ça permet aussi de ne pas étaler le tissu urbain, de ne pas trop éloigner et ne pas trop étirer les systèmes économiques qui lient le lieu de travail, le moyen de transport et le logement. Alors la surélévation est un outil qui permet d'intensifier la ville et de donner de la cohérence au territoire. Mais alors maintenant, quels sont les freins à surélever les immeubles parisiens ? Surélévation parisienne, c'est déjà un sujet très compliqué. Je vais pouvoir trouver des arguments pour montrer que, au-delà d'être compliqué, c'est hyper touchy. C'est une confrontation politique, économique et culturelle. Lorsqu'on se lance sur une surélévation parisienne, on va avoir, au-delà de nos maîtres d'ouvrage qui nous commandent l'objet, une réflexion en parti pris, continuité ou rupture. Et ensuite, on va présenter notre point de vue à 3 institutions qui vont démarrer la plupart du temps par l'architecte ou l'ingénieur Voyer, qui va déjà dire d'accord, pourquoi pas, à telle condition ou je suis contre. On ne se satisfera pas de cette réponse et donc on va aller voir l'architecte des bâtiments de France, qui lui va soit tout de suite refermer le dossier en disant il n'en est pas question, et il y a un dogme, il y a une philosophie imposée de la ville, donc on ne sait pas qui est la ville, à ne pas surélever les hôtels particuliers. On les laissera dans leur entité cohérente. En sachant que nous arrivons déjà souvent sur des opérations qui ne sont plus cohérentes par rapport à l'origine, puisque dans les années 80, on a laissé beaucoup de restructuration et de surélévation se faire qu'on n'autoriserait plus aujourd'hui. Donc on a certainement bien fait aujourd'hui d'être un peu plus contraignant, mais on est tellement contraignant et à la française, c'est qu'on a coupé toutes les velléités de découverte, de recherche, d'expérimentation. Et puis si, je reviens à l'ABF, si on a une réponse qui est plutôt favorable, on va à ce moment-là être très incité à aller voir la commission du Vieux-Paris, un service qui défend là aussi un principe exprimé par la ville de façon très claire, basé sur une réflexion, c'est pas une réflexion d'ailleurs, c'est le dogme, partagé par tous au sein de ce bureau, qu'est la commission du Vieux-Paris. Le vieux, l'ancien, c'est mieux que le moderne ou l'actuel. C'est-à-dire, c'était mieux avant, et c'est la réflexion de base. Alors c'est un problème culturel. Nos institutions préfèrent préserver ce qui existe, plutôt que de construire du neuf, même si c'est autorisé par la réglementation ? Dans le c'était mieux avant et la façade où le bâtiment ne vous appartient pas totalement, mais il appartient aux touristes, aux marcheurs dans la rue, aux piétons, c'est un peu totalitariste. C'est-à-dire qu'on peut être propriétaire ou l'institution pour laquelle nous on va travailler, le groupement d'assurance de banque, n'est pas totalement propriétaire de son actif. Il rentre dans une cohérence urbaine, un patrimoine urbain qui l'a dessaisi de sa propriété sur ce pan que représente la façade, la toiture, même quelquefois les prestations intérieures. Ces 3 institutions, que sont l'architecte Voyer ou l'ingénieur, la commission du Vieux-Paris et l'architecte des bâtiments de France, ne dirigent pas la philosophie parisienne avec les mêmes outils et surtout dans la même direction. Certains vont être d'accord sur le projet de surélévation, parce que autorisé, parce que possible légalement. D'autres vont défendre leur point de vue philosophique ou historique. Et les 3e vont avoir tendance à dire souvent non, parce que c'est une terrible autorité que de pouvoir dire non, et ça ne prend pas de risque. On dit non pour rester sur une position actuelle et on dit surtout pas oui pour tenter quelque chose. Alors que des surélévations, il y en a qui sont réussies, il y en a qui sont absolument ratées, détestables, mais comme de l'architecture classique, je dirais, il y a des immeubles haussmanniens qui sont d'une laideur effarante et puis il y a, je dirais, des réalisations contemporaines qui sont très réussies, donc il n'y a pas de valeur intrinsèque à la période.
Il y a le talent de l'architecte, il y a la motivation du maître d'ouvrage, il y a ces moyens financiers qui font qu'une réalisation sera plus cohérente, mieux insérée qu'une autre. Partant du fait que le non prime souvent à Paris que le oui, c'est difficile d'envisager sereinement la surélévation. Surtout que les choses ne sont pas écrites. Elles sont toujours orales, souvent évolutives, parce que c'est la liberté de l'institution de ne pas écrire tout et de pouvoir interpréter. Et les questions que lève l'architecture sont souvent interprétables. Une petite pause est nécessaire ici. Nous ne faisons pas ce travail pour nous opposer aux institutions ou aux personnes qui contribuent à faire fonctionner le territoire parisien. En revanche, notre régime politique estime que le débat d'opinion est préférable à la vérité imposée. Nous avons identifié dans le refus quasi systématique de la nouveauté un dysfonctionnement. Il semble que ce soit un problème culturel, une sensibilité qui nous fait collectivement défaut. Il est donc de notre devoir de citoyen de proposer une solution nouvelle. Libre à vous d'y adhérer ou d'en débattre. Quand on s'adresse directement aux architectes voyers pour leur demander comment une surélévation pourrait être acceptée, voilà ce qu'ils répondent. Il faut que la surélévation soit toujours modeste, qu'elle respecte le zinc, c'est-à-dire soit qu'elle conserve le zinc existant, soit qu'elle en crée. La surélévation doit s'inspirer de l'existant, mais ne doit pas être un pastiche. Elle doit s'inscrire en retrait, mais ne pas être partielle, c'est-à-dire ne pas se développer seulement sur la moitié du bâtiment. Malgré cette liste, elles sont souvent considérées comme, je cite, moches et dysfonctionnelles, et elles sont donc rarement acceptées. En recherchant des surélévations de bureaux qui ont été acceptées à Paris, nous avons trouvé cette réalisation de Vincent Échalier, rue Vivienne, en face de la Bourse. Elle répond effectivement aux contraintes citées, une surélévation modeste, recouverte d'une pierre ton zinc, mais qui adopte des lignes épurées qui laissent deviner que l'opération est contemporaine. Voilà, il n'y a plus qu'à reproduire. Essayons d'aller un peu plus loin quand même. Commençons par comprendre quelles sont les législations en place pour contrôler le territoire parisien. Pour m'aider dans cette tâche, je me suis adressé à Carole Lolfschi-Blanc du cabinet Ginko Avocat. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le territoire parisien est couvert par plusieurs documents d'urbanisme. On a bien évidemment le plan local d'urbanisme de Paris, qui couvre une grande majorité du territoire parisien, mais il ne faut pas oublier les 2 plans de sauvegarde et mise en valeur, celui du Marais, qui tourne donc tout autour du secteur du Marais, et le plan de sauvegarde mise en valeur du 7e arrondissement, qui protège donc également tout le périmètre et une partie du 7e arrondissement. Donc effectivement, les règles ne sont pas les mêmes en fonction de ces 3 territoires, mais ce qui est surtout vraiment intéressant de noter, dont on parlera après, c'est que même le plan local d'urbanisme de Paris, en fonction des secteurs, ne va pas prévoir les mêmes règles de contrôle, notamment donc des destinations. Mais pourquoi autant protéger le logement dans la ville ? Pour faire justement le lien avec le point d'avant, j'ai indiqué que le plan local d'urbanisme de Paris comprend différents secteurs. Paris n'est pas uniforme en termes de proportion des logements et des bureaux. On a un secteur de l'ouest où on a une forte proportion de bureaux et donc d'emplois, et un secteur à l'est où on a beaucoup plus d'habitat. Donc qu'est-ce que fait la ville de Paris ? C'est qu'elle va contrôler là où il y a déjà beaucoup de bureaux pour les limiter et préconiser donc qu'il y ait beaucoup plus de logements. Et dans les secteurs où il y a moins d'emplois et plus de logements, elle va préconiser effectivement de favoriser la possibilité de faire du bureau et toujours la possibilité de faire du logement. La politique de la ville de Paris, il faut s'en rappeler, c'est faire du logement. Il y a des manques importants de logements à Paris, donc aussi bien du logement que du logement social, donc il y a une forte politique de contrôle. Donc en fait, aujourd'hui à Paris, ce contrôle des surélévations d'immeubles ne sera forcément pas les mêmes. On pourra très facilement surélever un immeuble de logement pour ajouter plusieurs étages. En ce qui concerne la destination, si par exemple on est en secteur de protection de l'habitat, on pourra pas aussi facilement que ça rajouter des surfaces de bureaux, et il faudra regarder spécifiquement les règles qui sont applicables et notamment s'assurer par exemple que si on veut augmenter la surface de bureaux dans un immeuble qui est dans un secteur de protection de l'habitation, il conviendra de s'assurer par exemple qu'il n'y a aucune surface logement déjà présente dans l'immeuble. Donc on se rend compte que la surélévation des immeubles selon la destination n'est pas la même, et que bien évidemment à Paris, dans les secteurs protégés de l'habitation, surélever un immeuble de bureau n'est pas si facile que ça. Alors concrètement, comment ça se passe quand on veut surélever un immeuble de bureau à Paris ? On n'est pas rentré dans le détail du plan local d'urbanisme qui vient effectivement distinguer la surface économique de la surface habitation et SINASPIC. Donc quand on dit augmenter la surface de bureau, on parle donc d'augmenter la SPE. Et donc ce qui est très important de noter à Paris, c'est que la SPE, quand on peut l'augmenter sur un immeuble de bureau, il y a plusieurs limites. D'une part, l'immeuble ne doit pas recenser de surface de logement, et d'autre part, la surface économique ne pourra augmenter que de 10%. On pourra faire probablement donc une surélévation si les autres règles de hauteur et de prospect le permettent, mais cette surélévation va avoir une limite qui est l'augmentation de la surface de plancher économique, donc de la SDP, qui va être limitée à 10% de la surface de plancher qui existe.
avec un point intéressant à noter, c'est que à Paris, le PLU de Paris ne comptabilise pas les surfaces en sous-sol et en rez-de-chaussée dans la bande E, donc dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement du trottoir. Donc ces surfaces ne sont pas comptabilisées en tant que surface économique. Il faut prendre donc la SPE qui existe et faire un prorata de 10% pour savoir en réalité combien de mètres carrés supplémentaires on peut faire. Bon, pour calculer 10% de la SDP, un géomètre et un architecte devraient pouvoir le faire. Et alors, si la surface d'habitation n'est pas nulle, ou si la surélévation dépasse les 10% de SDP, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est important de noter, c'est que donc on est dans le champ du permis de construire ou de la déclaration préalable. Mais il faut faire attention aux autres réglementations. Il faut que la surface de logement soit nulle, que la SPH soit nulle. Donc, il est possible que cette surélévation nécessite d'aller chercher une demande de changement d'usage avec compensation pour supprimer donc les surfaces de logement existantes dans l'immeuble. Et il y a aussi un principe de compensation qui a été édicté depuis novembre 2018. Et on ne peut en fait augmenter que de 10% la SDP de bureau sans avoir à chercher donc une compensation agrément. L'agrément sera requis, mais on n'aura pas de compensation si on limite l'augmentation à 10% de la SDP. Et là, point de vigilance, les 10% de la SDP de l'agrément ne sont pas les 10% de la SPE du PLU de Paris, puisque comme je vous l'ai indiqué, le PLU de Paris, quand il parle de SPE, ne recense pas les surfaces en sous-sol et en rez-de-chaussée dans la bande des 20 mètres. Donc attention, 10% de SDP peut être supérieur à 10% de SPE et donc on peut parfois avoir à compenser ou parfois on va surtout supprimer quelques surfaces de plancher finalement pour ne pas avoir compensé en matière d'agrément. Et bien évidemment, il y a toutes les autres réglementations de servitude d'utilité publique, du PPRI par exemple, qui limite aussi les proportions d'augmentation de surface de bureaux dans certains secteurs. Donc voilà, il faut être vigilant aussi à tout ce qui est périphérique à l'autorisation d'urbanisme, permis de construire, qui peut avoir un impact, soit par l'obtention nécessaire d'une autorisation qui est requise en amont du projet, soit par des démarches parallèles de compensation et donc des coûts financiers supplémentaires pour réaliser cette surélévation. Donc en résumé, Paris manque d'habitation, et c'est pourquoi la réglementation cherche à privilégier le logement plutôt que le bureau. Sans même parler de gabarit, voilà qui limite fortement les opérations possibles. Mais ne serait-ce pas plus facile de détruire complètement un immeuble pour en reconstruire un nouveau ? Notre agence avait travaillé sur un bâtiment haussmannien, boulevard Malesherbes, sur lequel nous avions soulevé la question de la démolition. Bien évidemment, il faut respecter les ambitions de nos clients qui capitalisent sur l'immobilier et qui vont effectivement chercher la meilleure rentabilité de leur foncier. On peut s'interroger quand même sur la naïveté aussi d'autoriser le maintien de la façade plutôt que sa destruction et la reconstruction d'un bâtiment totalement contemporain à l'intérieur. Pourquoi conserver la façade haussmannienne alors qu'elle avait déjà été surélevée de 2 niveaux également en hauteur, mais aussi dans sa largeur, c'est-à-dire le nombre de baies dans la largeur de la façade avait été modifié. C'est-à-dire qu'on avait diminué le nombre de baies pour pouvoir trouver des trumeaux plus larges et finalement moins de fenêtres, probablement pour des questions de coût. Donc là, la critique que je ferai, c'est que le façadisme n'est pas une bonne chose quand on a totalement perdu la cohérence à l'intérieur. Mais là, il y a des règles aujourd'hui qui permettent de maintenir la façade parce que c'est une obligation, entre guillemets, de hauteur. On va imaginer que le bâtiment, avec sa façade, il dépasse le plafond actuel autorisé. Et donc là encore, on dit, comme j'ai un droit acquis parce que le bâtiment est plus haut, parce qu'il a bénéficié des incohérences d'avant, je ne peux pas démolir ma façade pour rendre cet ensemble cohérent avec une altimétrie acquise. Moi, je suis contre le façadisme dans son expression négative, c'est-à-dire de déconnecter complètement la façade historique avec sa fonction interne, et en particulier la répartition des plateaux. Quand on a des plateaux qui ne bénéficient pas de premier jour directement sur la rue parce qu'on a voulu créer du plancher mal éclairé, c'est incohérent et à mon avis, c'est une mauvaise rentabilité. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne le ferait plus parce que les locataires ne loueraient pas cet immeuble. En tout cas, pas au prix que voudrait en tirer ou pourrait en tirer le maître d'ouvrage. Je trouve qu'il serait plus vertueux de dire, effectivement, un bâtiment avec une façade haussmannienne qui a bénéficié des outrages du passé, qui n'a plus aucune cohérence, on pourrait la démolir. Ça responsabiliserait tout le monde pour le futur. C'est-à-dire que si on fait des bêtises aujourd'hui, on sait qu'elles vont être peut-être soignées de façon radicale demain. On n'a jamais l'obligation de restaurer, donc on peut démolir. Et moi, je pense qu'une ville qui n'autorise plus la démolition, elle tombe dans l'incohérence où elle force les acteurs de la ville, que peuvent être les promoteurs, les investisseurs, à réfléchir de façon incohérente. Et donc, à nous emmener, nous les architectes, dans une réflexion incohérente. Donc le façadisme est une bonne chose quand c'est cohérent. Alors de garder le patrimoine d'une façade en pierre de taille, avec une cohérence urbaine dans une rue, pourquoi pas ? Je défends ni l'idée ni la condamne.
Mais à partir du moment où son côté pile implique une réflexion incohérente et le maintien de cette incohérence, je suis plus du tout d'accord. Je préfère qu'on détruise une façade, construire un bâtiment moderne, contemporain, soigné, avec des obligations de mise en œuvre de produits de qualité, avec des évidences en termes de responsabilité écologique et d'isolation. Moi, je trouve que ça serait beaucoup plus simple. Ça a du sens. Les immeubles haussmanniens ont certes une valeur patrimoniale, mais réfléchir en conservateur ne permet pas vraiment d'envisager l'avenir de la ville. Paris pourrait très bien, à nouveau, refaire une révolution en disant « mais c'est bon, ces grandes avenues et ces façades en pierre de taille qu'on ne peut pas traiter avec une bonne isolation, c'est un scandale républicain et au-delà mondial pour la pollution, pour la préservation de l'énergie. » On pourrait tout à fait faire valoir qu'on crée à nouveau des grandes destructions et qu'on ne préserve que les œuvres majeures de la période haussmannienne. Moi, je serais pas choqué par ça. Aujourd'hui, Londres est une ville au monde extrêmement dynamique et qui a gardé à la fois son patrimoine, quand on va sur Piccadilly Circus, c'est toujours Piccadilly Circus, et puis qui en même temps permet d'avoir des œuvres de l'architecture contemporaine emblématiques. Le Shard, ils n'ont pas construit à Paris, ni à la Défense. Il y a plein d'incohérences à vouloir préserver absolument le passé, tout simplement parce qu'il est vieux. C'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, ou que c'est mieux en tout cas. Et ça, c'est un énorme problème à Paris. Venise est une ville morte parce que c'est une ville-musée. Alors on la préserve parce que c'est devenu un musée. Mais c'est pas une ville où on peut avoir une activité dynamique. Rome, c'est pareil d'ailleurs. Je veux dire, les investisseurs et l'activité économique, le dynamisme d'une nation, en tout cas en Italie, ça se fait à Milan, ça se fait pas à Rome. Rome, c'est un musée. C'est une ville qui meurt. C'est une ville où c'est difficile de vivre, où on n'a pas de boulot, où on a des petits boulots. Donc, il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas que Paris devienne comme ça. Paris, ça devrait être une ville de la culture, mais pas que du passé, de la culture de demain. C'est-à-dire qu'on ait une vivacité créative qui soit à l'égal de Londres ou de Berlin. Je pense que Paris a, même sous une mandature socialiste de gauche plutôt dynamique, Paris vieillit comme un jeune fils de famille bourgeois. Il va pouvoir danser le twist en boîte de nuit, mais il va quand même être le dimanche bien peigné au repas familial. Ça bloque toute la dynamique. Et dans la dynamique, il y a les erreurs, il faut les accepter. Et c'est le courage que d'accepter les erreurs par rapport à maintenir le bleu marine, le moyen terme, le couleur chair, qui finalement sied à tout le monde, mais ne provoque personne. En résumé, que souhaitons-nous pour l'avenir de Paris ? Comme nous l'avons évoqué, Paris doit commencer par se décentraliser, par absorber sa banlieue comme faisant partie entière de la ville. Ensuite, le logement est indispensable dans la ville, et c'est pourquoi il faut repenser le bâti existant dans sa totalité, et la surélévation est l'outil tout désigné pour ce travail. Cependant, la position des conservateurs du patrimoine ne nous permet pas de le faire. Il faut qu'on puisse envisager l'avenir de Paris, et pour ça, il faut peut-être voir au-delà du dilemme conserver ou détruire, pour enfin pouvoir hériter. Nous avons terminé ce deuxième épisode, merci de l'avoir regardé, à bientôt.